On va parler un peu rapidement de la maquette. Est-ce que vous l'avez vue, cette maquette? Est-ce que vous la connaissez bien? Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous n'avez pas trop compris ou des points qui vous font peur ou qui vous impressionnent? Vous avez le droit de lever la main ou m'interrompre. Mais si j'ai... Bon, ça viendra peut-être. En tout cas, l'ophtalmologie, c'est 12 semestres. C'est un internat chirurgical, donc il faut faire au moins 10 dans la spécialité et vous avez la possibilité plusieurs fois de faire des stages libres ou notamment dans la phase socle, aller faire une autre spécialité avant de pleinement se lancer dans l'ophtalmologie. Vous avez aussi la possibilité, pendant votre phase socle, de soumettre votre candidature pour une FST, ou donc la FST orbitopalpébrale, qui est partagée avec les CMF et les ORL, il me semble, et peut-être les plastiques, je sais pas, j'ai un doute. Non, je pense pas. Voilà. Et dans le même versant, mais sur une autre surspécialité, il y a aussi l'option pédiatrie et strabologie, qui sont des sujets qu'il va falloir se poser assez tôt dans l'internat pour pouvoir faire les démarches, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, je voulais juste vous parler de deux choses. Je sais que c'est un peu des screenshots, donc on va pas s'amuser à tout lire. La première chose, c'est que le volume horaire, n'oubliez pas que vous avez le droit à vos deux demi-journées par semaine, donc une demi-journée en supervision, donc qui peut être fait dans un endroit directement dans votre lieu de stage dédié à cet effet ou selon les chefs de service directement chez vous, et une autre en autonomie, vous pouvez la faire où vous voulez. C'est votre droit. Vous êtes apprenant, vous n'êtes pas des esclaves de service, donc c'est important de prendre ces journées-là parce que vous allez voir que l'internat, au début, on prend un peu tout en pleine tête. On apprend tout nouveau matériaux, on apprend à utiliser une lampe à fendre, on apprend à faire des fonds d'œil. C'est très technique, ça va vous pousser un peu dans vos retranchements. Mais faut voir ces journées-là comme une aubaine où on peut un peu se poser, réfléchir ou décompresser un peu. C'est votre droit et donc on n'a pas le droit de vous les retirer sans justification suffisante, si ce n'est que c'est votre droit, donc dans tous les cas, vous devriez avoir accès. Faut pas, enfin, c'est à ce moment-là qu'on active le SIHP ou votre syndicat des internes qui sont là pour faire valoir vos droits. Parce que ça peut être impressionnant de se mettre directement, s'opposer à son service, mais via ces structures-là, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous accompagner, y compris pour ça. Deuxième chose, alors il y a pas mal de rumeurs sur la phase socle où on n'est pas censé opérer. Il faut savoir que c'est quand même écrit dans votre maquette que vous devez au moins effectuer un minimum, un geste opératoire élémentaire dans les interventions. Donc, il faut pas non plus trop forcer parce que c'est un compagnonnage et que, alors à Paris, c'est peut-être pas le cas, mais si vous êtes toujours dans le même CHU, il faut pas non plus se griller trop vite. Mais ça peut être une manière de, au moins, ouvrir la discussion avec votre binôme chirurgical dès la phase socle. Deuxième chose, on est souvent tenté de vouloir faire tous les nouveaux livres, le livre de l'interne, ces choses-là, avant de commencer. Sachez que pour la phase socle, il y a vraiment des thèmes délimités et qui sont cités juste en bas. Donc le glaucome aigu par fermeture de l'angle, l'endophtalmie, l'abcès, le zone ophtalmique, la baisse brutale de vision et les plaies de globe ou annexes. C'est les sujets qu'on vous demandera dans votre maquette. Alors, il y a l'examen national, et on en parlera juste après, mais ça, c'est ce qui est dans votre maquette. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer par les détails. On vous demande juste ça, entre guillemets, et de savoir gérer les post-opératoires simples, notamment de la cataracte. Ça, c'est ce qu'on vous demande. Donc, ne vous mettez pas trop la pression. Vous avez le temps de découvrir la spécialité. Commencez juste par les bases, tranquillement au début. Ensuite, après la phase Alors, SOC qui dure un an, si tu me permets, je peux bien peut-être sûr. appuyer sur un point. Pour pour toutes les villes qui n'ont pas forcément de stage libre, donc hors stage d'ophtalmologie, donc comme par exemple le DS parisien, sachez que vous avez le droit, vos stages libres, vous avez le droit de demander à votre coordinateur, je veux aller en maxillo le deuxième semestre de mon année de socle, je veux aller en plastique, etc. Vous avez le droit de demander. Nous, à Paris, il y a eu un petit débat notre année. Au départ, notre coordinateur n'était pas trop d'accord, mais au final, peut-être qu'il y avait eu un quiproquo, une incompréhension.
Ils étaient 5 dans notre promo à faire un stage libre, alors qu'à Paris, on n'est pas forcé. Donc vous avez le droit de demander et c'est même conseillé parce que c'est pas un semestre perdu, on va dire. Vous prenez votre expérience autre part. Vous aidez aussi à vous décider dans votre choix de spécialité parce que beaucoup sont nombreux à hésiter. Je sais que nous, c'était la cardiologie, beaucoup. Les gens hésitaient entre l'ophtalmologie et la cardiologie. Donc n'hésitez pas à passer en cardiologie pour voir si c'est ce que vous aimez ou en chair plastique ou toute autre spécialité que vous voulez faire. Et à savoir aussi, et Erwan va en parler juste après, sur la phase d'approfondissement, vous avez le droit à un deuxième stage sur des spé par contre fléchés de mémoire. Voilà, ça fait quand même deux stages hors filière pour vous aider à vous décider. En sachant que si vous parlez avec vos PUPH, il y a de très grandes chances qu'ils aient eux-mêmes fait un stage hors ophtalmologie et ils sont tous à dire, en tout cas les peu de personnes que j'ai rencontrées, tous à me dire que bah, ça a été un moment très intéressant parce qu'ils ont appris des gestes chirurgicaux et ensuite ils les ont ramenés à l'ophtalmologie. Et bah, ça c'est toujours assez intéressant à entendre. C'est pas des semestres perdus, c'est plutôt des semestres qui vont venir un peu enrichir votre maquette. Donc c'est possible de le faire, c'est votre droit. Donc encore une fois, si jamais vous avez envie, bah, vous avez tout à fait le droit de le faire. Et c'est pas parce que on vous dit non sans justification claire que bah, c'est non. Il y a toujours moyen de faire valoir ses droits. Donc rapidement, en prendre trop de temps sur ce sujet-là, la phase d'approfondissement, c'est ce qui est après la phase socle. Donc là, ça y est, on est un peu dans la cour des grands, et encore, on n'est pas les plus grands, et ça a duré 6 semestres. Ces semestres-là, on va vous donner de plus en plus de responsabilités. Vous allez avoir de plus en plus votre place au bloc opératoire. Et on vous demandera du coup de connaître un peu plus l'envergure des urgences ophtalmologiques et d'autres sujets comme les petites chirurgies. Ce sera un peu à ce moment-là qu'on va progressivement vous autonomiser sur ces gestes-là. Je vous laisserai une partie du diapo, où je vous laisserai lire tout ça, ou de toute façon, c'est sur le site du COUF. Et après la phase de consolidation, donc le DJ1 et le DJ2, là, le mot d'ordre, c'est l'autonomie. Il faut qu'on s'autonomise dans ces phases-là, et donc vous allez de plus en plus être euh, autonomisé dans un bloc, donc au départ avec un senior, puis ensuite tout seul, puis ensuite peut-être avec un interne. Et c'est à ce moment-là qu'on vous demandera un peu de devenir les personnes qui vous ont formé plus tôt, et c'est vos 2 dernières années d'internat. Alors, dans les maquettes, il y a marqué que vous pouvez aussi le faire en libéral. Voilà, c'est quelque chose que j'ignorais, mais avec dans certaines conditions, en accord avec votre coordinateur, vous avez la possibilité d'effectuer une partie de votre docteur junior en libéral directement en cabinet. Donc, s'il y a des gens qui sont déjà persuadés que c'est le type d'activité qu'ils veulent faire plus tard, vous pouvez d'ores et déjà, dès votre DJ, vous autonomiser dans ce que vous ferez plus tard tout le temps dans votre vie future d'ophtalmologue. Donc voilà, c'est intéressant de lire cette maquette parce que vous pouvez l'utiliser vraiment à votre avantage. Vous pouvez vraiment la créer, la faire vivre comme vous sentez l'ophtalmologie. Et c'est des choses qui se construisent avec le temps. Donc gardez ça en tête précieusement. Il y a pardon Aaron, il y a par exemple à Strasbourg, je connais, il y a des cabinets qui ont donc le titre de maître de stage et donc vous pouvez passer chez eux pendant votre internat et apprendre du coup comment ça se passe le libéral et justement faire votre semestre là-bas dans des cabinets sous supervision des chefs. Donc c'est possible et c'est beaucoup fait. Alors à Paris pas trop, mais dans le reste de la France, normalement, il y a des cabinets et des centres de stage comme ça. Et un petit mot rapidement sur le BO. Donc, c'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. Alors, pourquoi le BO? C'est un peu la porte qui s'ouvre pour tout ce qui est Europe. On a aussi la Suisse, l'Angleterre et la Norvège qui sont compris dedans. Ça vous permet en fait de pas ne passer l'équivalence si jamais vous voulez travailler dans ces pays-là.
C'est un équivalent qui est assez intéressant à l'international, notamment par exemple au Canada, au Moyen-Orient. C'est un peu la base. Si jamais vous voulez postuler dans des postes dans ces pays-là, ils vont vous demander le BO. Alors c'est payant, mais à ce stade-là de l'internat, on a les remplacements qui peuvent être un appui financier qui vous permettent de financer ce concours-là. Ça se passe en deux parties. Je vous parle vraiment ça rapidement. Vous aurez l'occasion de le revoir dans temps et en heure. Donc une partie QCM et une partie en direct avec un évaluateur où vous parlez en anglais. Et donc si vous l'avez ensuite derrière, ça vous international. Voilà. Et donc ça, c'est possible et c'est compris dans notre maquette. Juste le BO, donc c'est un examen qui concerne plutôt la fin de votre internat, hein, c'est pas pour de suite. Oui, oui, pardon, c'est au niveau de la phase de consolidation, on en parle plutôt en DJ ou DJ2. Voilà, ça va? Donc, on va parler rapidement des Master 2. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ça en tête ou qui savent ce que c'est. Donc les Master 2, ça vous concerne du coup à partir de maintenant, donc à partir du troisième cycle. Le but, c'est de réaliser un master avec un stage en laboratoire. C'est mieux d'avoir fait un master 1. Je sais que parfois, on peut directement faire un master 2 sans le master 1, mais ça, il faut vraiment voir avec son chef de master et la coordination, savoir si c'est vraiment possible. Parfois, c'est possible. C'est pas la règle, c'est plutôt l'exception. Ça se dure pendant 12 mois. Et soit c'est un laboratoire étranger, soit un laboratoire français agréé. L'interne est rémunéré. Vous avez le droit aussi de participer à des gardes pour des rémunérations complémentaires ou faire des remplacements si vous avez l'ancienneté adéquate. Le nombre de postes, il est fixé annuellement et ça, il faut voir avec vos UFR de rattachement pour déposer les dossiers en temps et en heure. Administrativement, c'est assez lourd. Prévoyez-le bien. Discutez pas mal avec vos professeurs hospitaliers ou vos CC assistants qui ont un pied dans l'universitaire. C'est très intéressant. Et même pour une question d'ancienneté de l'internat, par exemple, faire un an de Master 2, vous perdez pas en ancienneté dans vos choix. C'est-à-dire que parmi les gens qui auront fait une dispo qui ne gagneront pas d'ancienneté, vous passerez devant dans le choix des stages, par exemple. C'est aussi un avantage considérable à prendre en compte si jamais le nombre de postes manque et qu'il y a un endroit privilégié où il vaut mieux être bien classé pour avoir toutes ses chances de l'obtenir. La mise en disponibilité, c'est quelque chose qui est garanti à l'interne. Encore faut-il que faut que vous soyez pris à l'avance, d'accord? Si jamais vous le faites la demande trop en retard, c'est le coordinateur qui a le droit de trancher oui ou non. Donc il faut se préparer en amont. Vous avez plusieurs motifs, donc la famille, les études, la recherche, les stages et la convenance personnelle. La durée max, c'est un an. Je vous laisserai lire du coup les articles de l'ISNI pour vraiment vous documenter à ce sujet-là si ça vous intéresse. La condition, c'est pour la convenance personnelle, c'est d'avoir dépassé sa phase socle. Sinon, on ne peut pas demander sa dispo pour convenance personnelle. Vous pouvez toujours faire des gardes, mais il faut être, par contre, là, être autorisé par le directeur général de l'établissement auquel vous faites les gardes. Et demande 2 mois avant, ou vous pouvez réintégrer un autre service, mais il faut demander un préavis 2 mois avant. C'est important d'avoir ça en tête euh, parce que des fois, on a envie un peu de prendre un peu de distance avec sa spécialité ou juste faire un tour du monde, des choses comme ça. Et c'est un dispositif qui est là pour vous et c'est vos droits, donc on ne peut pas vous le refuser si vous êtes dans les délais. Dans la maquette, vous pouvez faire une FST, chirurgie orbito-palpébro-lacrymale, dite FST paupières en langage courant. FST, ça veut dire formation spécialisée transversale. Transversale parce qu'elle concerne pas que les ophtalmos, mais aussi les CMF et les ORL. Il faut réaliser 2 stages pour la valider. C'est des stages qui sont fléchés, donc imposés. Même dans les stages d'ophtalmo, il n'y a que certains stages d'ophtalmo qui sont concernés. Et ces stages se font sans année supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils sont validants dans votre maquette. Ça peut être des stages de CMF et d'ORL aussi. Il y a des cours nationaux en présentiel ou distanciel. Il faut également réaliser un mémoire pour valider cette formation.
Elle se réalise en phase d'approfondissement, donc vous avez le temps d'y réfléchir. Il faut contacter le coordinateur national qui est actuellement le professeur Mathé Alexandre en lui fournissant CV et lettre de motivation. Et à la différence des DU dont on va vous parler après, c'est gratuit, donc c'est pas mal. L'intérêt, c'est d'avoir une vision transversale en passant dans des services d'autres spécialités, donc pas forcément de l'ophtalmo, plutôt de l'ORL ou de la CMF si vous voulez voir d'autres spécialités. Inversement, les ORL et les CMF peuvent venir en ophtalmo. Ça vous donne accès à des stages fléchés qui sont normalement accessibles qu'en fin d'internat, notamment pour les stages d'ORL et CMF. C'est des stages très demandés dans ces spécialités-là. C'est validant et vous pouvez le mettre sur votre plaque plus tard. Exemple de stage à Paris, vous pourrez lire sur le diapo, mais il y a l'ORL à Curie, Tenon, ou encore l'ophtalmo à la Pitié, CMF à la Pitié, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le docteur Léo Prudhomme, qui est membre dans l'association de l'Anjou et qui est le référent pour cette FST. Vous avez toutes ses coordonnées sur le diaporama. Et à présent, on va laisser la place à Soline qui va nous parler de l'option en chirurgie ophtalmo-pédiatrique et strabologique. Bonjour, moi je suis Soline, je suis en 4e semestre à Paris. C'est une option qu'on peut faire. C'est pas vraiment une FST, c'est vraiment juste une option. Chirurgie ophtalmopédiatrique et strabologique. Bon, le mot chirurgie, il est un petit peu peut-être en trop dans le titre. Euh, Ça consiste à faire 2 stages dans des services de pédiatrie. Il n'y a pas besoin de s'arrêter pour ça. Enfin, c'est des stages qu'on fait pendant le cursus. Il y a des cours qui correspondent en fait au DU d'ophtalmopédiatrie qui sont en présentiel, du coup. Normalement, c'est des semaines en présentiel. Et pour valider, il faut faire aussi un mémoire. Donc, pour valider le DU, il faut faire un mémoire. Ça peut être le même mémoire qui valide et le DU et l'option. Voilà, il faut faire la demande, je pense, au professeur Brémond-Gignac. Enfin, pour qu'elle nous inscrive sur la liste des gens qui font l'option et après postuler aussi pour le DU. Voilà, il faut le faire pendant la phase d'approfondissement, il me semble. Exactement. Et c'est gratuit. Encore une fois, c'est gratuit à la différence des DU en soi. Le DU, il n'est pas gratuit. Ah, le DU, il n'est pas gratuit? Ah non. L'option est gratuite. L'option est gratuite, mais le DU, Et c'est... le DU, il est obligatoire? Bah, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Du coup, c'est 750 euros plus, si on n'est pas à Paris-Cité, 300 euros d'inscription à la fac. D'accord. Bon. Vous voyez, c'est un sujet, les DU. On en reparlera tout à l'heure. Alors, merci Soline. Merci Céline, je voulais juste faire un point pour les gens qui nous regardent à distance en Zoom. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Voilà. Donc, les DU. Vous allez voir, vous avez de la chance. Le COUF a refait tout son site. Il est magnifique. Alors, le problème pour les DU, c'est que c'est pas à jour. Il y a certains DU qui n'existent plus depuis 20 ans, notamment le DU médecine interne, et lui, il n'existe plus depuis X années. Donc, je vous conseille déjà de regarder. Regardez s'il y a des DU qui vous intéressent. Et s'il y en a qui vous intéressent, ensuite, vous renseignez, savoir s'ils sont toujours d'actualité ou non. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Et là, je crois que je ne les ai pas encore tous cités. Il y a des DU qui sont très niches, il y a des DU qui sont très demandés avec des listes d'attente très longues, comme la rétine médicale, il me semble, et aussi la chirurgie réfractive, si je dis pas de bêtises. DU, c'est diplôme universitaire, c'est des choses que vous pouvez faire en plus de vos cours de DES. C'est pas du tout obligatoire, c'est même pas vrai, enfin, c'est pas demandé par vos chefs de service, c'est des choses que vous faites en plus pour vous sur des sujets qui vous intéressent, mais vous vous sentez pas du tout obligé et c'est pas du tout nécessaire dans votre formation. Les cours que vous aurez, ils seront suffisants pour être très bien formé en ophtalmo à la fin de votre internat. Vous n'êtes pas obligé de payer pour faire des DU en plus. C'est seulement si il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement et c'est comme beaucoup de choses, des choses qui sont validantes. Après, vous avez le diplôme. Vous pouvez l'écrire sur votre plaque si vous voulez, mais rien d'obligatoire et souvent c'est cher. Donc, c'est important d'insister là-dessus. Et effectivement, il y a des DU comme le DU de rétine où on s'inscrit et ils vous disent très bien, vous avez une place. Enfin, moi, je me suis inscrite il y a 2 ans, j'ai une place en 2029, quoi.
Le prix, voilà, un prix c'est une moyenne, mais ça peut vraiment varier. Alors, l'avantage de le faire pendant l'internat, c'est que vous avez un prix, parfois, dans certains DU, un prix qui est minoré parce que vous êtes interne. Mais voilà, c'est pas obligatoire et c'est que si le sujet vous intéresse vraiment, ça peut être bénéfique pour vous, mais pas obligatoire. Non nécessaire, c'est cher, mais par contre, ça permet de faire des focus assez spécifiques. Et si vous savez vers où vous voulez aller, ça peut être une manière de consolider votre parcours et votre maquette. On tenait quand même à vous le présenter un peu comme ça, mais voilà, si vous êtes curieux, baladez-vous sur le COUF et vous allez trouver des sujets qui vous passionnent ou non, et libre à vous de voir si vous voulez prolonger ou pas. On va parler aussi un peu des interchus. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ou qui pensent vouloir faire des interchus ici, à la main levée? Ce serait plutôt des interchus vers, par exemple, les dom-tom ou plutôt vers Paris, c'est plutôt ça? Bon, je vais laisser la parole à Rémi, qui va vous présenter un peu son périple et Donc, un interchu. moi, j'avais fait la demande pour faire un interchu. Avant tout, je me présente, moi, c'est Rémi, je suis interne en deuxième et bientôt troisième semestre. Du coup, je suis interne à Paris. J'avais fait la demande pour faire mon interchu à La Réunion pour mon troisième semestre. Euh, donc, les interchus, c'est quand même propre à chaque ville. C'est plus ou moins compliqué de les obtenir en fonction de votre coordinateur et de la formation, sa vision de la formation qu'il a. Donc, il faut avant tout bien se renseigner, prendre les contacts auprès de vos syndicats sur les démarches à faire. Et ensuite, le plus important, c'est la justification de votre interchu. Tout d'abord, avec votre coordinateur. Moi, au début, le coordinateur, il m'avait refusé l'interchu. Il m'avait dit, à La Réunion, c'est pas un centre universitaire. À Paris, on a toutes les surspécialités qui sont représentées. Et moi, j'avais quand même très envie de faire cet interchu et je lui avais répondu que justement au début de l'internat, c'est pertinent d'avoir une vision générale et polyvalente de l'ophtalmologie, où justement à Paris, parfois on a des stages uniquement très spécialisés. Et il avait fini par m'accepter cet interchu. Du coup, voilà, faut savoir discuter. Parfois, même si le coordinateur vous donne une réponse négative, faut savoir discuter sans forcément être incitant, mais voilà, juste poser les questions et discuter avec le coordinateur. Et ensuite, voilà, il y a toutes les démarches après. Donc, il faut l'accord de là où, du chef de service là où vous voulez aller, chef de service du directeur de l'hôpital, et ça, c'est propre à chaque ville. Donc, il faut vraiment vous renseigner de votre côté sur votre syndicat local. Et à la fin, il y a une commission de coordination, souvent chapeautée par l'ARS, qui concerne toutes les spécialités et qui, elle, donne l'autorisation ou non de partir en interchu. À Paris, il laisse partir que 30 internes parisiens dans les îles chaque année, en raison du nombre élevé de demandes. Et si tous leurs internes partent dans les îles, il n'y a plus personne pour aller dans les hôpitaux de périphérie. Du coup, ils laissent, enfin, c'est priorité aux internes les plus vieux, et donc au final, c'est la commission que ça a été refusé. Donc moi, j'avais plutôt fait la demande pour un début d'internat, mais voilà, si je pense que ce soit à Paris ou aussi en périphérie, si vous voulez faire des stages, parce qu'il y a une surspécialité en particulier qui vous intéresse et qui est très représentée dans une ville en particulier, voilà, commencez déjà à y réfléchir. Voilà, renseignez-vous progressivement pour faire. Voilà, c'est quelque chose qui est possible et c'est voilà, à envisager dans votre formation. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions sur les interchus. Déjà, merci Rémi, parce que c'est pas évident. C'est une première un peu en ophtalmologie à Paris. Ce sera peut-être différent dans d'autres subdivisions. Euh, L'aspect de privilégier l'ancienneté, bah, c'est un peu toujours comme ça à l'internat. Ça ne veut pas dire que ça sera systématiquement refusé, mais c'est un peu un choix stratégique. Donc, si ça vous intéresse, passez encore une fois par les syndicats locaux et le syndicat aussi receveur. Vous verrez qu'avec eux, ils vont vraiment vous aider à naviguer un peu dans toute cette administration. Je ne sais pas si tu avais fait comme ça, Rémi, toi de ton côté.
Oui, à Paris, moi j'avais pris contact avec un référent, nous c'était du coup au syndicat de Paris, le SIHP, il y a un référent interchu, donc vous envoyez un mail ou n'importe quel moyen de contact au, à votre syndicat, il vous donne le contact de ce référent et ensuite il va vous donner un peu toutes les techniques et les arguments à avancer dans votre lettre de motivation. Et moi, il m'avait vraiment donné plein de conseils super pertinents. Notamment le fait de surtout parler de l'aspect formation dans la demande interchue et toutes les questions personnelles de aller à la Réunion pour faire du trail et faire du catamaran, ça rentre pas trop dans une justification d'interchue. Ensuite, quand vous avez pris du coup contact avec le syndicat, le syndicat siège à la commission de l'ARS. Donc, si vous avez déjà pris contact avec le référent qui va siéger, qui vous connaît, il connaît vos motivations, il appuiera peut-être un peu plus votre demande s'il vous connaît. Moi, il m'avait aussi demandé de payer l'adhésion, je crois que c'est 15 euros. Je l'avais fait très volontiers. Donc voilà, c'est très important vraiment la discussion avec le syndicat. Eux, ils sont au courant de choses dont vous n'avez peut-être pas idée sur comment faire et sur les arguments avancés. Bon, merci beaucoup, Rémi. Un sujet qui a dû vous faire chauffer les oreilles peut-être. Le remplacement. Alors, on entend pas mal de choses sur le remplacement. Alors, il faut savoir que toutes les règles du remplacement sont régies par le Code de la santé publique. N'en déplaise aux détracteurs qui aimeraient repousser la date de 5e semestre validé. Maintenant, c'est un privilège, et un privilège, on en prend soin. Alors, on en parle à vous parce que on voit des choses qui se font, qui sont pas non plus bien pour le fonctionnement des services. On rappelle que lorsque vous remplacerez, c'est un peu l'image que vous avez donnée. Si on remplace pendant ces horaires de stage, forcément, ça met une mauvaise ambiance et ça met aussi une mauvaise vision du remplacement qui est parfois vécu dans certains services comme une raison d'abandonner et de bâcler un peu sa formation. Donc, quand vous le ferez, parce que vous le ferez, ce sera toujours en dehors des stages. Et deuxième chose, il y a beaucoup d'avantages. Mais un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités et c'est surtout votre RPPS, votre responsabilité. C'est votre identité et donc soignez les gens avec qui vous travaillez parce que à la fin, lorsque vous coterez à la sécurité sociale, vous porterez aussi la responsabilité de ce que vous cotez. Donc si vous êtes dans un centre qui ont des pratiques un peu douteuses de surcotation, euh, vous travaillez avec eux, ils peuvent très bien récupérer votre RPPS et l'utiliser sans que vous le sachiez ou sans vraiment comprendre. Et à la fin, ça sera vous. Donc faites attention, mais enfin vous méfiez pas non plus. Mais tout est l'intérêt de parler, de aller rencontrer vos ophtalmologues libéraux, discuter avec eux, et ensuite avec des relations de confiance, on arrive plus à obtenir des choses satisfaisantes plutôt que de se ruer trop vite dans des sujets comme ceux-là, parce que c'est assez sérieux. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des soucis ensuite en ophtalmologie si on pratique mal le remplacement. Après, bon, voilà. On n'y est pas encore. Ça dépend comment ça se passe un remplacement. Moi, pour l'instant, je ne peux pas. Mais je peux peut-être laisser la parole à ceux qui peuvent, et peut-être à notre cher président. Oui, merci Erwan. Déjà, tu as fait un point très complet sur les remplats. Comme tu disais justement, faut voir ça un peu comme un privilège. C'est-à-dire qu'en gros, les remplats, vous avez 2 ans plus un semestre de validité. Et là, vous pouvez aller dans le privé. Dans le privé, typiquement, vous remplacez un samedi, c'est le mieux. Il faut pas trop remplacer pendant les horaires de stage. Sinon, vous risquez de vous mettre à dos vos co-internes, vos maîtres de stage, etc. Et après, ça peut même dégénérer. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, on s'est battu au niveau des instances. Par exemple, en 2020, 2021, on s'est battu, moi j'y étais à l'époque, avec l'ISNI pour garder les 5 semestres validés. On aurait pu les perdre et avoir le remplacement au DJ validé. Donc là, c'est l'enfer, quoi. Vous pouvez pas survivre. Pour un interne à Paris sans remplat, voilà, c'est la fin du monde, quoi.
Donc après, c'est un vrai complément de revenus, mais il faut être discret et savoir ne pas, voilà, pas trop se vanter, pas trop dire ah oui, on gagne très bien, parce que non, au final, pas tellement. Et c'est un vrai privilège et c'est quelque chose qui est nécessaire pour une bonne formation aussi. Voilà. Et donc, c'est 5 semestres validés actuellement et on l'espère, ça le restera. Voilà. Et autre chose, les revenus des remplaces, c'est une chose, c'est bien, mais derrière, vous avez les impôts, la CARMF, l'URSSAF, donc vous gagnez pas tout l'argent que vous générez, entre guillemets, pendant le remplat. Voilà. À toi la parole, Erwan. Ok. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer, hein. C'est quand même très bien. Ok. Je vous ai juste mis là, bon, c'est une vignette un peu petite, vous allez vous ruiner les yeux si vous essayez de tout lire. Mais encore une fois, là, ce que vous voyez en face de vous, bah, c'est l'ISNI, une nouvelle fois, qui pourra vous aider à naviguer. Donc, comme je vous dis, on n'ose pas trop, on se dit, bon, bah, j'irai un peu plus au feeling. Sachez qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait pour vous, donc utilisez un maximum de ressources et vous allez voir, ça va être très sympa cette partie de votre internat. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai fait un petit QR code pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, mais de toute manière, vous tapez ISNI remplacement et vous allez très vite retomber sur vos pattes. Un petit mot sur les gardes. Alors, on va peut-être parler plus spécifiquement de Paris à ce moment-là, parce que malheureusement, je ne sais pas tout. Je sais seulement ce qui se passe à Paris. Ce qui se passe à Paris, c'est qu'en face socle, vous avez des gardes au volontariat, mais c'est pas obligatoire et vous commencerez à être dans des lignes de garde à partir de la phase d'approfondissement. L'avantage de ne pas avoir de garde, c'est de ne pas faire la garde. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de revenus complémentaires. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Mais par contre, sur la base du volontariat, vous pouvez tout à fait participer aux gardes de Cochin notamment. Ça, on reviendra vers vous avec Aurélie pour vous tenir informé de tout ça. Il faut savoir que les horaires de garde en ophtalmologie sont un peu différents des horaires de garde en urgence générale. Notamment, parfois, et selon les endroits, c'est un peu plus light, mais il faut savoir que bah, on peut tout à fait se prendre la foudre et avoir des gros horaires. C'est assez intéressant. Vous évoluez pas mal en garde, vous apprenez beaucoup. Vous êtes toujours seniorisé, donc vous n'êtes jamais tout seul non plus. Mais c'est à ce moment-là que vous allez vraiment commencer à prendre des responsabilités et évoluer assez rapidement en tant qu'ophtalmo. Donc c'est très intéressant les gardes, ça vous permet de mettre en application en conditions réelles et un peu simuler le fait que vous êtes tout seul à gérer les urgences, ça va vous mettre le pied à l'étrier, ça va être très stimulant. Si jamais vous voulez faire des gardes, on en rediscutera tout à l'heure. Il faut savoir aussi qu'il y a des lignes de garde à part à Paris au 15-20 et à la Fondation Rothschild, qui sont réputées notamment au 15-20 comme des gardes un peu plus compliquées en termes de volume patient. Mais ça, vous aurez l'occasion de, euh, de le découvrir, ou alors peut-être que Aurélie peut nous en parler brièvement. Bah, encore une fois, c'est pas pour de suite parce qu'en socle, vous ferez pas de garde au 15-20, mais oui, il y a trois pôles à Paris qui s'occupent de la permanence des soins, donc notamment la nuit. Il y a l'hôpital Cochin pour tous les services de la PHP. Donc tous les internes en stage à la PHP sont sur les lignes de garde de Cochin. Donc finalement, on a peu de gardes par semestre. Alors qu'au 15-20 et à la Fondation Rothschild, c'est uniquement assumé par les internes qui sont en stage là-bas. Bon, après, ça reste un nombre de gardes très raisonnable, mais on s'habitue très vite à un niveau à une qualité de vie agréable. Donc, vous aurez la sensation que c'est beaucoup, alors que bon, ça va, on a très peu de gardes. Enfin, moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu moins de 10 gardes de nuit en 6 mois en étant au 15-20. Donc, vous aurez jamais plus que ça, quoi. Ce qui est en comparaison avec des services d'urgence générale assez dérisoire. Donc, encore une fois, ça va bien se passer.